Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Alors, on est reparti avec on peut dire consultant, Gilles Bonenfant. Oui, voilà, tout à fait. Très fier de l'être. Ça reste, oui, c'est ça. On se cacherait, hein. Ça reste un métier respectable aujourd'hui. J'espère. Non, mais consultant qui, et c'est intéressant d'ailleurs, hein, pour donner une identité à la marque, je pense que c'est pour ça que vous faites ça, mais sonde assez régulièrement l'ensemble des grandes entreprises, vous réfléchissez beaucoup sur la macroéconomie, en ce que la macroéconomie est le résultat de la microéconomie et le résultat de ce que font les entreprises. Donc Gilles Bonenfant, on va discuter avec lui de la situation des grandes entreprises aujourd'hui, du monde d'après, tout ça. Bref, tout ça va être très intéressant. Le monde d'après, construire le futur du travail, le freelancing. Vous savez que c'est une de mes passions, un de mes centres d'intérêt. Là, pour le coup, c'est le cofondateur de Malte, Vincent Huguet, qui est sur ce terrain-là depuis, mais je lui demanderai d'ailleurs, hein, depuis un bon moment, plusieurs années. Levée de fonds intéressante. Il a des projets très, très intéressants autour du freelancing et autour de la façon dont tout cela se développe. Et puis ensuite, alors, infini plaisir à recevoir Jean-Marc Daniel pour ce bouquin autour de l'argent magique. Oh, j'imagine que vous connaissez forcément Jean-Marc Daniel. Gilles, vous connaissez Jean-Marc Daniel, pourfendeur permanent des déficits, de la dette, de la facilité. Et donc là, il dit les alchimistes ont pris possession de la pensée économique. Donc il est temps de rétablir un certain nombre de trucs. Sauf que moi, je continue à penser que la dette Covid, c'est de l'argent magique. Donc on va discuter ensemble. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc Gilles Bonenfant pour démarrer avec vous, donc président d'Eurogroupe Consulting, président d'ailleurs confirmé, c'est ça, hein, Gilles, il y a eu Mais alors juste parce que, comment ça se passe? C'est des élections internes? Exactement. Ça se fait beaucoup dans les cabinets de conseil, ça. C'est une partnership, et donc à un moment donné, il faut rendre des comptes face à des associés. Il s'avère que chez Eurogroupe Consulting, il y a des mandats de 3 ans, et donc j'ai proposé un projet aux associés d'Eurogroupe Consulting qui m'ont réélu là il y a quelques jours. Voilà. Alors la différence avec la démocratie, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire, d'après ce que j'ai compris. Ah ben là, il n'y en avait pas, mais dans le passé, il y en a eu. Et puis voilà, les gens... non, mais c'est super intéressant. Quand on y va, c'est qu'on a quelque chose à raconter, et si on est élu, c'est que finalement, ce qu'on a raconté, voilà. Gilles, j'y pensais pas du tout, mais ça m'intéresse beaucoup. On est sans doute à la pointe, les cabinets de consulting, alors même si l'image a changé, c'est plus que ça a été, on va dire, dans les années 80, c'était un truc de dingue, etc. Mais c'est quand même la pointe du système capitaliste d'économie de marché. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, vous êtes sans arrêt dans des logiques d'optimisation, etc. Remarquable, moi je défends ça à fond et tout. Et le fait que la pointe de l'économie de marché est un système qui se rapproche de l'autogestion, un système d'élection démocratique de son président. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime ce contraste. Voilà, ça me fait réfléchir sur les organisations. J'aime ce contraste. Pour aller jusqu'au bout, c'est le seul vote chez Eurogroupe Consulting qui a bulletin secret. Oui, c'est le seul vote qui a bulletin secret. non, mais attendez, c'est important. Ça se fait pas partout, ça. Ah, vous pouvez pas les partnerships. Si, c'est une. Enfin, moi, en tout cas, je l'évolue. Mais dans toutes les institutions de la maison, tout se fait à main levée parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut qu'on soit d'accord ou pas d'accord, sauf sur ce vote-là, qui est à bulletin secret sur la base d'un projet. C'est un projet qu'on a travaillé depuis le mois de février avec les associés. Et les élections ont eu lieu la semaine dernière. Ils m'ont confié ce mandat. Je réfléchis. Vous pensez que ça aurait pu se faire à main levée? C'est-à-dire qu'il faut une très forte confiance. Après, oui, c'est ça. Si c'est à main levée, ça veut dire que le président élu... non, mais il faut que ça détende. Des élections comme ça, il faut que ça détende. Et donc, si on a un message à faire passer, il faut qu'on puisse le faire passer. Il s'avère que là, il n'y en a pas eu à faire passer. Il y a eu d'autres moments de la vie. Eurogroupe fête ses 40 ans l'année prochaine. 40 ans d'indépendance, 40 ans de partnership, 40 ans où on n'est pas à vendre, je le réaffirme, on n'est pas à vendre. Pourquoi régulièrement on dit que vous êtes à vendre Parce que sur le marché du conseil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, parce que vous êtes, c'est toujours cette position du plus gros des petits. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement, indépendant, d'origine française, européen, international maintenant. Sur un métier qui a beaucoup évolué, qui évolue beaucoup, sur la notion de quel est l'impact, quelle est la valeur ajoutée d'un consultant. Alors, vous parliez d'optimisation. Oui, les consultants, ils travaillent sur des sujets d'optimisation financière, mais ils ne travaillent pas que sur ça. Ils travaillent sur l'optimisation humaine. Tiens, qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? En ce moment, on a beaucoup de sujets sur la relation client. Et vous voyez, là, avec la crise, beaucoup de consultants s'attendaient à avoir des projets de retournement. On en a quelques-uns, mais le plus gros des projets qu'on a, c'est sur la relation client dans tous les secteurs d'activité. Comment optimiser sa relation client dans une période où, en plus, beaucoup de nos équipes, alors on pourrait revenir sur télétravail, distance, pas distance, c'est quoi un front office, c'est quoi un back office, beaucoup de sujets sur la relation client.
Et puis des sujets... Alors attends, sujet sur la relation client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises... Comment on optimise l'impact client et le rendu client dans une période où finalement beaucoup de front office se sont back-officés parce qu'en télétravail, parce qu'on réorganise, beaucoup d'entreprises se réorganisent face à ça. Donc comment on garde ce lien avec tous les canaux de distribution qu'on a aujourd'hui, avec l'ère du digital qui l'emporte sur beaucoup de choses, et c'est sain sur plein de sujets, mais comment je garde cette relation client, comment je capte cette relation client, comment je prends les signaux faibles de mes clients pour aller sur une valeur ajoutée produit ou service qui soit proche de ce dont ils ont besoin maintenant. Les vendeurs ont été forcés de se mettre à distance de leurs clients. Ben oui. Beaucoup d'entre eux se sont rendus compte, qu'en fait, ils pouvaient multiplier les contacts, que ça allait quand même beaucoup plus vite que quand on faisait une tournée en voiture. 2, le directeur financier il s'est rendu compte des économies quand même très substantielles, et puis on peut même rajouter le bilan carbone, enfin bref, de l'ensemble des avantages que ça pouvait avoir. Certains, quand même, commerciaux ont envie de retourner à l'ancienne. Et en même temps, on se dit, si tu arrives à être aussi efficace, en plus, parce qu'on était tous plus ou moins en mission, parce qu'on était dans une période particulière, il y a eu des taux d'efficacité qui ont été souvent très, très surprenants. Donc c'est ça le cœur de la réflexion, Gilles. Il y a eu un taux... Est-ce que je peux être aussi efficace à distance, en fait, que oui, mais durablement, non. Durablement. Mais non, enfin, je pense qu'il faut trouver un bon mix. Alors oui, vous avez raison, il y a des économies de déplacement, il y a des économies de fatigue, il y a des économies de CO2, il y a de l'efficacité. Et donc ça, c'est le côté intéressant de cette période-là. Je ne vais pas le dire côté intéressant de la crise, côté intéressant de cette période, mais là où à la fois le donneur d'ordre et le fournisseur, finalement, avaient la même problématique. C'est que l'un ne pouvait pas recevoir et l'autre ne pouvait pas être reçu. Ouais. Mais bien évidemment, il faut recréer une relation, et en particulier pour l'export. Le vrai sujet, en particulier pour les ETI, c'est comment elles réaffirment des marchés à l'étranger, là où finalement, dans la période qui s'est écoulée, ben oui, les commandes ont pu se faire. Mais bon, on sait très bien. Et puis regardons nos concurrents européens, comment ils bougent. Regardez ce que veulent faire les Anglais en ce moment, en particulier avec l'Asie. Si on n'est pas capable... C'est-à-dire très, très preneur. Le premier avion test qui a été fait, c'est un avion de Singapore Airlines entre Londres et Singapour. C'est fait il y a quelques semaines avec des hommes et des femmes d'affaires. Depuis lors, Singapour s'est refermé. Mais il faut être très, très vigilant. Vous doutez bien que les Anglais, qui sont quand même vifs sur les affaires, vont vouloir envahir. Et en particulier... C'est cette fameuse idée de faire une plateforme au large de l'Europe pour l'ensemble des investisseurs et l'ensemble... Donc, entre le Golfe, l'Asie et un espoir côté Amérique, voilà, après, il faut voir... Singapour sur Tamise, hein, c'est ça le... Non, mais c'est ça le, truc. Super intéressant. Oui, et c'est pour la conquête que c'est impossible de la faire à distance. C'est-à-dire qu'on peut entretenir une bonne relation avec un bon client, etc. Oui, et puis 15 mois après, on a besoin de recréer autre chose. 15 mois après, on a besoin... Mais vous parliez du métier de consultant. Ah bah oui, c'est génial. Quand on fait des fusions, on ne peut pas faire des fusions sans être sur place et prendre le non-verbal. Si vous voulez, c'est sympa, Teams, Zoom, c'est les écrans ou le téléphone, mais enfin, il y a des signaux qu'il faut détecter autrement. Alors, je pense que dans le temps, au lieu de faire, je sais pas, 3 voyages pour un sujet, on n'en fera peut-être qu'un. Au lieu de se déplacer à 4, on se déplacera tout seul. Ça, c'est le côté vertueux. Mais si on est toujours dans le 2D, et si on ne capte pas le non-verbal, il va nous manquer quelque chose. Mais pas simplement dans le métier que j'exerce, mais également dans la relation humaine, dans la relation professionnelle, dans les non-dits. Je pensais que quand je vous posais la question, vous me diriez impact, carbone, enfin que... Mais oui, mais je l'ai dit, mais il n'y a pas que ça. Non, mais alors Gilles, si vous pouvez pas savoir comme je suis content de votre réponse. Ah mais écoutez, si en plus je vous rends content. Mais c'est ça. Mais non. Parce qu'on essaye de plaquer sur les entreprises un agenda qui n'est pas forcément le leur. Et de la même façon qu'en rassemblant en début d'année un certain nombre d'acheteurs de grandes boîtes, oui, évidemment, le carbone était quelque part et l'impact était quelque part, mais c'était d'abord reconstituer les relations, solidifier les chaînes logistiques et réduire les coûts parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. De la même façon, oui, l'impact, d'accord, on va s'en occuper. Mais l'entreprise a quand même un fonctionnement normal à retrouver. Quoi. Voilà, il y a une âme. Enfin, pour parler de télétravail, moi je dis en ce moment, à chaud, je ne sais pas décider. Si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'en sais rien. En plus, vous ne savez pas encore aujourd'hui? Non, je ne veux pas décider. Mais je ne veux pas décider. D'ailleurs, je recommande aux gens de ne pas trop décider. Écoutez, qu'est-ce qui a fait que depuis 15 mois, ça a marché? C'est 2 choses. D'abord, il y a 2 mythes qui sont tombés. Le premier, c'est quand on est en télétravail, ça c'est le regard du patron, là, très ancien. Les gens en télétravail ne foutent rien. Ça c'est faux. Deuxième truc, le regard du gars, moi je suis en télétravail, c'est le bonheur. Entre nous, c'est pas le bonheur d'être en télétravail et les gens bossent en télétravail. D'ailleurs, on a plutôt vu des gens qui ont plus bossé
voire prendre les heures de transport pour bosser. Et donc, moi, je dis, à chaud, faut pas, faut réfléchir. Et qu'est-ce qui a fait que depuis 15 mois, ça marche? Qu'est-ce qu'a fait depuis 15 mois notre économie? Alors, je ne parle pas de la partie de l'économie qui est à l'arrêt, je parle des autres. C'est qu'il y a une confiance réciproque entre les dirigeants et les collaborateurs, entre les collaborateurs et les dirigeants, avec une logique sensée, avec une logique... Alors, dire c'est le lundi, c'est le jeudi, c'est le vendredi, alors que les gens ont besoin de ça, je pense qu'il faut se calmer. Gilles, en ça particulier marche, dans les ETI. En particulier dans les ETI. Dans les ETI, l'âme je ne dis pas que dans les grands groupes, l'âme n'a pas une importance. Mais la notion d'équipe, la notion de ensemble, la notion de... Je reviens sur capter les signaux faibles. Je veux dire, vous vous souvenez ces réflexions qu'on a eues il y a quelques années? Ah, on passe trop de temps à la machine à café, on passe trop de temps à fumer une clope. Mais les managers intermédiaires rêvent de fumer une clope avec leurs équipes dans la cour ou de prendre un café. Et les équipes, pareil. Donc là où on dit droit à la déconnexion, et il le faut, attention, les gens chez eux ne se déconnectent pas. Et envahir le domicile par le travail, je pense que c'est pas sain. Bon, tout ça est très intéressant. Quand même, impact. Est-ce que, enfin, ils sont quoi? Ils sont perdus. Moi, j'ai l'impression, en discutant avec eux, OK, il faut que je m'y mette. Par quel bout je prends ce truc? Est-ce que c'est ça les questions qui arrivent? Sur le carbone, l'impact, l'ensemble des ESG, parce que j'ai bien compris là que les trois étaient indissociables. Voilà. Il faut. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est pas. Non, je pense qu'il faut. J'ai d'autres questions. Hein, je pense qu'il faut s'y mettre vraiment. Et il y a plusieurs. Ça, c'était quelque chose qui est arrivé. C'est là où on va avoir besoin de vous, quoi, en fait, Gilles, à mon avis. C'est là vraiment. C'est moi où je dis, regardons les grandes priorités. D'abord, vous ne recruterez pas les jeunes générations demain si là-dessus, vous n'avez pas fait quelque chose de sincère. Oui, non, mais là, je suis tout le monde est d'accord là-dessus. Mais par quel bout on le prend? Vous avez, vous, des consultants spécialisés, là, aujourd'hui, qui sont en train d'éplucher les 600 pages de la taxonomie européenne en disant ça, vous pouvez, l'ensemble des éléments, qui dit comment on met en place des parties prenantes, comment on met... Voilà, bien sûr, on travaille là-dessus. Oui, parties prenantes très, très importantes. Et puis, discuter avec tout le monde. Vous savez qu'il y a du reporting qui va devoir être fourni, toutes les entreprises au-dessus de 250 collaborateurs, dans pas très longtemps. Donc, en fait, il faut réellement s'y mettre avec sincérité. Enfin, jusqu'à présent, c'était plus ou moins sincère. Faut le dire. Voilà. Après, oui, vous parlez des économies. On peut faire des économies de voyage, on peut faire des économies de fatigue, on peut faire des économies de bilan carbone, mais il faut le faire à bon escient. Ce que je veux dire, c'est que neutraliser son bilan carbone simplement parce qu'on va replanter des forêts, je pense qu'il y a autre chose à faire, quoi, pour aller en profondeur. Et on sera observé. Oui, je crois que ça... Enfin, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Et rendons-lui hommage, tiens. La première qui m'a dit ça, il y a plus de 2 ans, c'était Isabelle Cocher, qui m'avait dit, Stéphane, la compensation, ça a eu payé, c'est fini. Voilà. Ouais, absolument. Est-ce que les entreprises sortent de cette histoire suffisamment... Alors, grandes entreprises, hein, c'est ça qui vous intéresse, évidemment, Gilles, suffisamment solides Déjà, elles sont solides. Les dirigeants et les collaborateurs ont vécu 15 mois très exceptionnels. Alors, bien évidemment, toute cette période-là a permis pour certains de... Alors, je mets à part la partie de l'économie qui était complètement à l'arrêt. Malheureusement, il y a des secteurs d'activité où l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie, ça c'est pour deux. Oui, bien sûr. Moi, je parle de l'autre 80% de notre économie. 90 même, en fait. 90. Était plutôt en forme. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les grands... Mais vous le confirmez, c'est-à-dire solide, des projets, la transformation. On a eu parlé dans le passé à plusieurs reprises des crises précédentes. Je crois qu'on a appris plein de choses. D'abord, le premier truc, c'est un des fondamentaux de ce genre de crise, c'est d'avoir de la trésorerie. Ils avaient de la trésorerie. Ouais. Deuxième élément, l'État a mis en place en mars 2020 une somme d'aide absolument colossale. Ce qui fait que oui, mais ça permet de réfléchir un peu différemment. Tout à fait. Et donc d'attaquer la période qui vient, avec des assets et un dispositif. Et puis je tiens beaucoup à ce côté humain, confiance et construction ensemble. Je pense que les patrons, en tout cas dans l'enquête que je fais annuellement, les patrons ont souligné à quel point les collaborateurs avaient suivi et à quel point ils comptaient sur eux, sur l'avenir. Et ça, pour moi, c'est un signe prometteur. D'ailleurs, j'étais un des premiers à le dire en début d'année, cet optimisme. Je disais, moi également, que l'emploi allait revenir, c'est-à-dire qu'il y allait avoir de l'embauche, et on le voit. D'ailleurs, il pourrait y avoir de la pénurie dans un certain nombre de métiers. Encore une fois, je ne mets pas la restauration avec d'autres sujets. Je parle même dans des métiers d'ingénierie ou autres. Et donc, voilà, oui. Et puis, la France est captive en ce moment. La France est attractive en ce moment. Il faut en profiter, il faut surfer. Oui, c'est ça. Vous travaillez, juste terminer là-dessus, vous travaillez vous aussi sur l'attractivité de la France. On travaille sur l'attractivité de la France. Un point quand même, parce que alors, il se trouve qu'on discutait avec Marc Lermite, l'associé EY, qui fait ce baromètre aussi sur l'attractivité. Oui, c'est vrai qu'on attire.
mais pour des extensions, pas pour des nouveaux projets. Et alors, c'est surtout sur le différentiel de création d'emplois lié à chaque investissement. C'est-à-dire, c'est 2 fois moins sur chaque investissement que les Anglais ou les Allemands. Donc, il y a quand même une forme de prudence. On va en France, j'ai l'impression, on va en France parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est un bassin de 70 millions de consommateurs et qu'il faut y aller. Mais que. Alors, moi, je sors un indice. C'est pas l'amour fou, quoi. Vous voyez, je sors un indice qui est un peu différent. C'est un indice des conseillers du commerce extérieur. Ouais. C'est une enquête faite sur 4500 conseillers dans le monde, 3000 à l'étranger, 1500 en France, qui sont des hommes et des femmes d'affaires qui sont implantés dans 150 pays. Et sur une douzaine de critères, chaque année, je leur demande où est l'attractivité de la France ou pas. Et à part 2017, où ça a été l'année, voilà, il y avait un phénomène un peu particulier, c'est la 2e meilleure année d'attractivité. Bon. Et quand on a regardé post-Gilets jaunes ou post-grève pour les retraites, en fait, l'attractivité, et cet été pas détériore, en fait, les investisseurs disent, nous, c'est pas des sujets conjoncturels qui nous font, voilà, c'est des vrais sujets structurels. Non, mais en fait, vous tapez des gilets jaunes et les investisseurs regardent, bah oui, c'est la France, quoi. Oui, on a l'habitude. Bon, une fois qu'on a vu le DRH d'Air France se faire enlever la chemise, on est prêt à tout. Mais derrière, il y a des vraies mesures. Très bien. Qui sont très positives. Je suis ravi. Merci pour tout ça, Gilles. Merci, Stéphane. Gilles Bonenfant, donc le président d'Eurogroupe Consulting, notre premier invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec Vincent Huguet qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Le cofondateur de Malte et donc construire le futur du travail. J'ai appelé ça construire le futur du travail. Ton sujet, c'est le freelancing, hein, Vincent. Depuis combien de temps d'ailleurs? Je ne me souvenais plus. Depuis 2013, mais la première fois qu'on s'est vus, nous deux, c'était en 2015, je me souviens. Oui, c'est ça, mais c'est 2013. Ouais. 2013, Malte. on a commencé. C'était vraiment 2 années au début de bootstrapping, on va dire, comme on dit. Et première levée de fonds en 2015. Et donc à ce moment-là, c'est les indépendants. Donc Malte est une des plateformes, j'allais dire nombreuses, non, il n'y en a pas tant que ça. Et puis surtout, vous, c'est 200 millions d'euros de volume d'affaires, c'est ça, hein, c'est ça, Vincent, sur cette année, ouais. 250 000 travailleurs indépendants. Sur 3 pays européens, donc Allemagne, France et les 250 000, c'est sur les 3 pays européens aussi? Voilà, ouais, avec une majorité quand même qui reste sur notre pays historique, qui est la France. Mais c'était un moment... Globalement, les métiers de la tech, globalement, les développeurs, l'ensemble des... Voilà, c'était eux qui étaient en fait massivement freelance et qui avaient besoin de plateformes pour les accompagner. Là, et d'ailleurs, tu lèves combien? 80 millions d'euros, c'est ça? 80 millions d'euros, ouais. J'ai l'impression, pour justement aller, et ton sentiment, c'est que ce freelancing va se répandre partout. Oui, et puis le Covid, je pense, nous a fait gagner 3-4 ans d'évangélisation. Ne serait-ce que côté des entreprises où ils nous regardaient un peu bizarrement, ils se disaient c'est quoi les freelances, on n'arrive pas à bien comprendre. Aujourd'hui, la vision du travail évolue. Et en plus, beaucoup de gens, pendant ces confinements, se sont posés des questions. Et on a vu sur le premier trimestre des chiffres records de gens qui s'inscrivent sur la plateforme. On est aujourd'hui à 8 000 à peu près par mois qui nous rejoignent en France. Des indépendants? Voilà, qui n'étaient pas forcément indépendants avant, qui n'étaient pas forcément freelance et qui s'inscrivent sur Malte aujourd'hui. Quelle catégorie de métier? Alors ça reste évidemment beaucoup sur la tech, le design, voilà. Mais on voit des fonctions, les fonctions qu'on appelle support des entreprises, ça peut être des achats, des RH, de la finance qui viennent, des fonctions aussi un peu du management de transition qui étaient avant un peu très rares finalement et qui sont de plus en plus recherchées aussi par les entreprises. Et toi tu dis, il faut absolument pas avoir peur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est d'ailleurs toujours, je tiens à le dire, contesté par l'INSEE, hein. L'INSEE, alors je n'ai pas les tout derniers chiffres, mais enfin encore récemment, l'INSEE disait non, il n'y a pas une hausse particulière du freelancing. Bon, voilà. Alors c'est super compliqué à mesurer parce qu'il y a les indépendants dans tous les domaines, les cols bleus, les cols blancs. Ouais. Nous, ce qu'on regarde sur vraiment les cols blancs, services B2B, services aux entreprises, c'est qu'il y en a à peu près 1 million. Si on prend vraiment la tech, la transformation digitale, on va être autour de 600-700 000. Et vraiment, ce 1 million, lorsqu'on a commencé, lorsqu'on s'est vu la première fois, il était autour de 600 ou 700 000. Donc on a une croissance d'à peu près 11% par an. On n'a pas du tout cette croissance-là sur les autres catégories de métiers, sur les CDI, CDD ou même intérim. Qu'est-ce que tu leur apportes? Justement, pourquoi est-ce que, alors je vais préciser ma question, ces freelances qui prennent leur liberté, iraient se mettre une corde au cou, c'est négatif, avec Malte ou avec d'autres plateformes? Je dirais qu'on augmente quelque part leur activité, c'est-à-dire qu'ils sont très bons sur un domaine, ils vont être développeurs, ils vont être chefs de projet. Et nous, on va leur amener quoi? On va leur amener des clients. Deuxièmement, on va sécuriser les paiements. Et troisièmement, je pense qu'on va leur amener un sentiment de communauté.
Lorsqu'on se met freelance, on le fait par choix, on le mesure chaque année, c'est 90% qui nous disent que c'est un vrai choix, mais c'est vrai qu'on peut se sentir un peu isolé. Et le fait de se regrouper avec d'autres freelances, après Covid, on faisait 300 événements par an, où vraiment on organisait ces événements, les freelances pouvaient se retrouver. Maintenant, on les fait online, évidemment, et ça marche hyper bien, ça s'appelle les Malte Academy, c'est des freelances qui forment d'autres freelances. Donc ce sentiment de communauté, cette sécurisation des paiements et surtout trouver des nouveaux clients, c'est pour ça qu'ils viennent. Et tu fais du profiling aussi. C'est-à-dire ? Quoi, c'est-à-dire c'est-à-dire que, un peu comme tu as aujourd'hui suffisamment de technologie pour comprendre que tel profil d'entreprise va correspondre à tel profil de... Mais on l'appelle, c'est du matching. Donc, du matching. C'est vraiment basé sur une solution. Donc, on est à la base un moteur de recherche, en fait. Et on va apprendre, plus on va avoir des matchings qui sont faits entre l'offre et la demande, plus le matching va être précis. Et effectivement, on va pouvoir mesurer ça et l'optimiser en permanence. Mais alors, tu dis, ces indépendants, ils ont besoin de se retrouver, etc. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir quand même se poser la question de leur représentation collective ? Alors, Quelle représentation collective ? Oui, je pense que le fait déjà de pouvoir se regrouper, pouvoir parler avec d'autres, pouvoir aussi, beaucoup vont sur Malte, vont regarder les tarifs des autres, vont regarder les profils des autres. Avant, c'était quelque chose un peu d'opaque. Ah, c'est intéressant ça. Là, on a amené de la transparence en fait. Comment dans ce métier. Mais les tarifs sont publics ? Les tarifs sont publics, les gens affichent. Voilà, un tarif indicatif, bien sûr, parce qu'ensuite, il va dépendre de la mission, dépendre du client. Mais ils vont afficher quelque chose. Et puis, nous, on va publier des datas, on va publier des baromètres. On va pouvoir dire, voilà, un développeur sur Paris, dans tel techno, ça gagne en moyenne temps. Et ça, c'est des choses qui leur permettent de mettre le pied à l'étrier. Souvent, ils ont très envie de devenir entrepreneurs, mais ils n'ont pas l'information pour. Et nous, on leur donne cette information. Et surtout d'arriver devant le client ou devant l'entreprise en ayant un référentiel, quoi. Et en disant, je vaux tant, regardez, c'est validé par Exactement. Et sur la question de pourquoi ils viennent sur Malte, c'est aussi parce qu'ils vont construire une réputation sur Malte. Plus ils vont faire de missions, plus ils vont pouvoir, quelque part, augmenter leurs tarifs. Alors que sur mon profil LinkedIn ou sur mon CV en général, tout ce que j'ai fait avant n'est pas affiché. Là, tout ce que j'ai fait avant avec mes clients de façon positive est affiché. Et on a des super histoires de freelance qui vont doubler leur prix en 3 ans, par exemple. C'est réservé aux grandes entreprises ? Non, pas du tout. Et c'est ce que recherchent aussi les freelances sur Malte. C'est qu'ils vont trouver à la fois des PME, des startups, et des grands comptes. On travaille avec 80% du CAC 40, mais ils apprécient, si je le prends côté freelance, ils apprécient de pouvoir passer d'une mission de, je sais pas, une semaine avec une start-up super pointue à ensuite 6 mois dans un grand groupe du CAC 40. Et c'est aussi ce qu'apprécient nos clients CAC 40, c'est le fait qu'ils viennent polliniser quelque part cette culture digitale chez eux. Alors, les grands groupes, ils sont quand même en pleine... c'est pas réglé, hein, ils sont en pleine introspection sur cette histoire-là. Il se trouve que je travaille avec un certain nombre d'entre eux sur cette question parce que ça m'intéresse énormément. Juste leurs questions, les questions qui se posent. Enfin, question toute bête, par exemple, qui doit gérer les freelances ? Est-ce que c'est les achats ou est-ce que c'est les ressources humaines ? Et historiquement, c'est les achats. Historiquement, c'est les achats. Nous, Sauf que c'est quand même des ressources humaines, voilà, c'est clair. Hein. Nous, on milite pour que les ressources humaines, au moins, s'y intéressent, au moins travaillent sur l'onboarding de ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des freelances qui, des fois, vont faire une mission de 6 mois ou 1 an, qui sont là depuis très longtemps. Mais ça existait dans le conseil en général. Hein. N'importe quel consultant peut passer 2 ans dans une entreprise à la défense et finalement ne pas avoir été onboardé sur quelle est la mission de l'entreprise, quel est son historique, quelles sont ses valeurs, pourquoi on est là en fait. Donc nous, on pense que oui, les RH doivent être impliqués. Mais l'interlocuteur principal, c'est généralement les achats. Donc il faudrait, à la limite, bientôt on va avoir un référent. Il va y avoir aux achats déjà un référent carbone. Il va falloir un référent indépendant, tu crois ? Mais il y a une catégorie... Qui sera en lien avec les RH. C'est un bon point, c'est qu'il y a une catégorie déjà prestations intellectuelles. Il faut voir qu'une groupe du CAC 40 dépense entre 500 millions et 1 milliard à l'année en prestations intellectuelles. C'est gigantesque en fait, c'est vraiment une des principales catégories d'achat. Donc il y a une catégorie d'acheteurs dédiée à ça. Maintenant, on voit de plus en plus des RFP, des appels d'offres dédiés au freelancing. Pourquoi ? Parce que ces entreprises nous disent, dans 5 ans, ce 1 milliard, on sait qu'on va en dépenser 20 à 30% sur les freelances. Donc ils ont une catégorie d'achat, une sous-catégorie d'achat des prestations intellectuelles qui sont en train de créer pour ça. Bon, tu comprends que petit à petit, il y a quand même de légers risques de destruction du tissu social, on va le dire comme ça, Vincent. C'est-à-dire, est-ce que tu imagines un futur ? C'est Alain Madelin, il y a de nombreuses années, qui m'avait décrit ça. En fait, de l'entreprise qui devient un agrégateur de talents, qui définit les missions, qui a la vision stratégique, qui a la pensée, qui a les capitaux, et puis qui agrège les talents au fur et à mesure de ses besoins, etc. Et tout. Non, c'est vrai. C'est compliqué d'imaginer un monde comme ça.
Oui et non. Le salariat, si on prend l'histoire dans la plus longue durée, finalement, c'est assez court. C'est 150 ans. Oui, même vraiment le début du Fordisme, etc. Voilà, c'est ça. Donc moi, je ne crois pas que demain, on sera tous freelance. Je ne crois même pas qu'on sera forcément à 50-50. Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on a 250 employés. On a des employés avec des stock options qui sont impliqués sur la durée, qui choisissent finalement d'être exclusifs pendant un moment de leur vie sur un projet. Et de l'autre côté, on aura de plus en plus des gens qui veulent être experts sur un sujet, rester sur cette expertise, pas forcément jouer le jeu de continuer, d'évoluer dans une entreprise, devenir manager, mais de rester expert. On aura les deux. Finalement, on ne s'est jamais trop posé la question dans le passé de est-ce que un notaire, un médecin, n'importe quelle profession libérale était dans la difficulté et pourquoi ça existait. On a la même chose aujourd'hui sur des gens qui sont développeurs, data scientists, product managers, etc. Et ça marche avec tout ce qu'on nous raconte maintenant sur, tu l'as dit d'un mot, le sens, l'entreprise à mission, le collectif, enfin tu vois, tout ce qui est la nouvelle dimension de l'entreprise. Oui, et ce qu'on voit et ce qu'on lit de plus en plus, c'est que les gens, et en particulier les jeunes générations, mais pas que, choisissent plus des fois un projet. Et donc ce projet, effectivement, peut être lié à une mission, peut être lié au sens de l'entreprise, mais un projet, une équipe, qu'une entreprise. Donc ils vont rejoindre pendant 2-3 ans, mais que ce soit en CDI ou en freelance, à la limite, c'est la même chose. Ils vont rejoindre un projet, ils vont se dire, voilà, je vais travailler dans cette grande entreprise, elles ont ce sujet-là pendant 3 ans, ce sujet me passionne, l'équipe qui est dessus m'intéresse, et je vais travailler là-dessus. Ensuite, je verrai. Tu penses qu'il faut un tiers statut? Enfin, j'avais lu un papier de toi qui disait... N'ayons pas peur, n'ayons pas peur du futur du travail. Et j'ai cru comprendre que tu avais dans l'idée qu'il faudrait une sorte de tiers statut entre le salarié et l'indépendant. Non, ça c'est pas moi, mais pas forcément. Je pense qu'il faut peut-être clarifier certaines choses pour dire, mais ce sont des gens qui ne sont pas dans l'illégalité. Au contraire, ils payent des charges sociales, ils en payent beaucoup même, ils gagnent bien leur vie, il n'y a pas de sujet de précarité. En revanche, les questions qui se posent souvent vont être sur des questions de col bleu. Et c'est là des fois où on mélange un peu tout. C'est-à-dire qu'on va mettre des plateformes qui ont un certain fonctionnement sur des profils col bleu et d'autres des populations. Tu veux dire, on mélange mal tes Deliveroo, quoi? On peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que l'un fonctionne avec un modèle économique, l'autre avec un autre. Par exemple, nous, on ne détermine pas le prix, on ne détermine pas combien est payée la personne. C'est lui qui le détermine. Bien sûr, et ça change tout. Ça n'a rien à voir. Ensuite, c'est des populations différentes. Après, moi, je ne jette pas la pierre à Deliveroo ou autre. Je pense que leur modèle économique est adapté à un autre type de population, à un autre secteur, mais en fait, qui n'a absolument rien à voir. Donc, ah si, alors je crois que, tu sais, alors pour le coup, pour les connaître aussi, beaucoup de ce que tu viens de dire depuis plus de 10 minutes qu'on se parle, bien sûr, résonne aussi, ils diront cette volonté de liberté, cette volonté résonne aussi pour eux. Hein. Moi, je peux un peu moins être leur porte-parole parce que c'est moins les freelances que je côtoie, mais j'imagine que oui, c'est des gens aussi qui font ça pas que par nécessité, mais par envie de liberté, par envie de flexibilité. Et c'est la première raison. Nous lorsqu'on interroge notre communauté, ils vont nous dire oui, je vais gagner jusqu'à 30-40% de plus, ce qui compense quelque part la flexibilité, mais c'est surtout avant tout pour une liberté. Et liberté de choisir les projets, comme on en parlait. Il y a une French Touch pour parce que tu te développes à l'international. Il y a une grande entreprise concurrent, freelance.com, qui cotée en bourse, qui aussi fonctionne bien. Il y a une spécificité française là, par rapport à vos concurrents européens? Je crois qu'il y a probablement quelque chose. Il y a des acteurs un peu partout. C'est assez facile quelque part de commencer une plateforme de freelance. Après, quand on commence à vouloir y mettre justement de l'intelligence artificielle pour le matching, quand on commence à vouloir y avoir des milliers de clients d'un côté, des centaines de milliers de freelances, là ça devient compliqué. Mais je pense oui, qu'il y a eu comme... un peu comme on a eu avec Blablacar, par exemple. Il y a eu une vision un peu française je sais pas, c'était l'époque, lorsque nous, on a commencé, on parlait de consommation collaborative. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là, derrière, qui sous-tend tout ce qu'on est en train de faire. Ouais. Ben oui, c'est parce qu'on est face à de tels carcans qu'on est les premiers à vouloir les faire sauter. Tu vois. Il y a ça aussi. Bon, bah, bonne route, Vincent, merci. Et tu es en Allemagne. J'habite en Allemagne. Tu es parti en Allemagne pour monter l'Allemagne, en fait. Hein, c'est le plus gros marché d'Europe continentale. Comme Babylou, comme Rodolphe Karl. Exactement, j'en avais parlé avec lui. Ouais. Gros succès. Et il faut faire ça, en fait. Et en fait, on ne les connaît pas. De l'autre côté du Rhin, on est voisins, c'est notre premier partenaire économique. Et je pense qu'ils ont envie de travailler avec nous, ils ont envie de travailler avec des entreprises françaises, mais il faut montrer qu'on est présent, il faut montrer que c'est un marché super important pour nous et pas le faire à moitié. Donc c'est pour ça que je suis parti là-bas. Vincent Huguet, le cofondateur de Malte, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec Jean-Marc Daniel.
l'économiste Jean-Marc Daniel, le professeur d'économie Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ravi que tu sois là, Jean-Marc. Moi... on se tutoie, on se connaît. Oui, absolument. Je ne sais même plus depuis combien de temps. Donc Jean-Marc, il était une fois l'argent magique. Et donc on va discuter ensemble, on va prendre le temps de discuter ensemble sur la dette et sur la dette Covid. C'est-à-dire que moi je veux qu'on... Mais alors d'ailleurs, toi-même dans ton bouquin, tu fais un sort particulier à la dette Covid. Donc il y a la discussion à avoir sur la dette, et on va en parler ensemble, la façon dont la France est droguée à l'endettement depuis... parce que c'est 74 le premier budget déficitaire, c'est ça, je crois. Absolument, oui. Voilà. Oui, absolument. Donc ça, on va fêter les 50 ans, quoi. Absolument. Parce qu'il n'y a aucune raison que d'ici 2024, on ait un budget en excédent. Ça c'est mal, oui. Ça, c'est mal. Et puis la dette Covid. Et là, tu me dis, Jean-Marc, qu'il n'y a pas d'argent magique. Voilà. Et moi, je continue à penser, après t'avoir lu, que la dette Covid, c'est de l'argent magique et qu'on peut la mettre de côté. Mais commençons par le commencement. Par quel bout est-ce qu'on va, on va prendre ça? Est-ce qu'on peut prendre ça par la façon dont les banques centrales ont évolué? C'est-à-dire, je te cite, plus ou moins. Est-ce que je te cite ou est-ce que j'interprète ce que tu dis? J'interprète ce que tu dis. On est sorti en fait d'un rôle, multiséculaire, puisque c'est plus la première banque centrale, qui est de garantir, alors ça je l'ai appris grâce à toi, qui est de garantir en fait une quantité de crédit compatible avec la croissance de l'activité économique. Oui, l'enjeu de la Banque centrale était double. Il fallait garantir une quantité de crédit qui corresponde à la capacité de production de l'économie, et il fallait garantir une quantité de crédit qui soit compatible avec le stock d'or. Et donc, il y avait deux contraintes qui s'imposaient à la Banque centrale. Le fait qu'elle était le gestionnaire de l'or, qui était la monnaie ultime, qui était la monnaie de référence depuis, alors là, vraiment de façon multiséculaire. Et puis, le fait qu'il fallait qu'elle évite qu'il y ait de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y ait une distorsion, un gap inflationniste entre ce que l'économie pouvait produire grâce aux investissements permis par le crédit et la réalité du pouvoir d'achat qui était distribué. Parce que, et d'ailleurs, tu fais bien de l'écrire, parce que c'est une notion... Alors, franchement, petit bouquin, ça se lit avec un immense bonheur, ça doit faire quoi, 160 pages? Oui, absolument. Voilà, t'as pas dû mettre très longtemps à l'écrire. 3 semaines. Ouais. Bon, voilà. Et donc, et alors, notamment, j'avais pas percuté sur cette histoire, mais évidemment. Donc, une banque, quand elle fait crédit, crée de la monnaie. Oui. On est d'accord. Mais quand elle force, en fait, celui qui a emprunté cet argent à rembourser et à rembourser vite, en fait, elle crée elle-même une forme d'effet de récession, c'est ça, Jean-Marc? Absolument. À chaque fois qu'on rembourse, on détruit de la monnaie. C'est-à-dire, quand on prête, on crée de la monnaie. Quand on rembourse, on détruit de la monnaie. Et donc, le rôle d'une banque, alors non pas de la banque centrale, mais d'une banque qui est la banque commerciale, qui est la banque qui est vis-à-vis des entrepreneurs, des ménages et tout ça, c'est en permanence de créer un flux de crédit de façon à ce que cette dynamique ne débouche pas sur une contraction brutale de la quantité de monnaie et donc de la déflation. Et la banque centrale est là très utile parce qu'elle rassure, on dit en dernier ressort, quand même les banques commerciales, en leur disant si, allez-y, vous pouvez y aller, de toute façon je serai là si jamais ça dérape. Alors elle leur dit, vous pouvez y aller, si jamais ça dérape, je suis là. Notamment sur l'État, parce que vous pouvez, si jamais il y a un problème qui est un problème de ralentissement effectivement des emprunts, qui sont liés au fait qu'il y a moins d'entrepreneurs, il y a moins de projets, l'État, lui, il est capable d'emprunter sur la base de projets qui ne sont pas forcément d'une rentabilité immédiate. Ouais. Et donc la Banque centrale est là pour dire aux banques commerciales, soyez sûrs d'une chose, c'est que l'État ne fera plus banqueroute. L'État n'annulera plus sa dette. Si jamais vous avez le moindre doute sur l'avenir de la dette publique, vous pouvez me la rapporter. Et donc, la Banque centrale n'achète pas en direct la dette publique, mais la Banque centrale garantit aux banques qu'elle pourra la racheter. Garantit l'État, lui donne du temps. Absolument. La Banque centrale donne du temps à l'État. Absolument. En disant, tu peux investir, je serai là. Et en quoi, alors, est-ce que son rôle a évolué? Depuis quand? Depuis 2008, en gros? Alors, son rôle a évolué depuis 2008 parce que, avant 2008, grosso modo, on disait il faut que l'État utilise cette possibilité de faire du déficit. Il peut aller jusqu'à 3%, mais il faut qu'il reste dans les clous de ces 3%. Et en 2008... Ils ne sont pas artificiels, donc, ces 3%. Alors, tout le monde dit qu'ils sont artificiels. Alors, ça a été écrit sur un coin de table. Oui. Alors, au départ, ils sont relativement artificiels. Et puis ensuite, on a réfléchi, lorsqu'on est passé du traité de Maastricht, qui est le traité qui permet de rentrer dans l'Union économique et monétaire, au pacte de stabilité et
de croissance. Et là, de nouveau, les 3% sont remis en selle. Mais entre Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance, on a réfléchi. On s'est dit, est-ce que ces 3%, c'est véritablement totalement artificiel ou est-ce qu'ils ont une forme de légitimité à la fois historique et théorique? Et on s'est dit, ils sont à la fois assez légitimes sur le plan historique et sur le plan théorique, ils sont en conformité avec les 60%. Donc on peut avoir les 3%. 60%, c'est le niveau d'endettement. C'est le niveau d'intérieur brut. Donc les deux chiffres sont en cohérence théorique. Et à partir de ce moment-là, on peut les sceller dans le pacte de stabilité et de croissance. Et la phase d'après, c'est le traité, le TSCG, le dernier traité qui a été adopté après la crise grecque, qui consiste à dire, en fait, il faut appréhender la réalité d'un déficit en fonction de la situation de l'économie dans le cycle économique. Il y a des moments où il est normal de faire du déficit. Et il faut que la Banque centrale dise aux banques, allez-y, vous pouvez financer l'État parce que ce déficit-là, on considère qu'il est légitime parce qu'il correspond à la réalité économique que nous traversons. Et puis il y a en revanche un déficit qui, lui, n'est pas légitime. Et donc ce déficit, c'est le déficit conjoncturel qui est légitime quand la situation va mal. Mais le déficit de long terme, permanent, qui s'incruste dans l'activité économique, celui-là, il faut le réduire. Donc la dette Covid est parfaitement légitime. Au regard du traité, elle est totalement légitime. Et au regard de la pensée de Jean-Marc Daniel? Au regard du pensée de Jean-Marc Daniel, elle est légitime. Ce qui est véritablement en jeu, c'est la dette précédente. Oublie la dette précédente. Non, parce que l'argent magique, c'est la dette Covid. L'argent magique, c'est l'idée, quoi qu'il en coûte, on peut. Donc, je peux considérer effectivement que la bonne réponse a été faite sous forme de dette, mais que maintenant, il faut apurer les comptes. C'est-à-dire de considérer qu'une fois qu'on a créer cet argent magique, il n'y aura pas de conséquences si on en reste là, je dis méfiance. Grosso modo, vous avez sur les contractions d'activité économique liées au confinement, l'État en a assumé 80% avec cet argent magique qu'il a donné aux ménages et aux entreprises. Et donc, en fait, les entreprises, elles en ont assumé 20% et les ménages, 0. Je dis, vous ne pouvez pas dire à un peuple qu'on a contracté son activité économique pendant un an de 10% et que son revenu est resté le même. Quelque part, il va y avoir des conséquences. Non. Quelque part, il y a un retard. Tu m'expliques pourquoi. Parce que cette dette, elle a déjà disparu. Donc ça, il faut vraiment l'expliquer, parce que le débat va forcément revenir. Cette dette, donc, elle est aujourd'hui dans les coffres de la Banque centrale. Oui. Voilà. Et les intérêts que les États pourraient avoir, alors elle est à taux négatif pour une grande partie d'entre elles, donc de toute façon il n'y a pas d'intérêt, mais même s'il devait y avoir à un moment des intérêts, parce que cette dette va rouler, sans doute pendant des décennies. Tiens, j'ai appris ça d'ailleurs, pardon, je vais sauter du coq à l'âne, mais c'est la vie, j'ai appris ça, jamais, dans aucune loi de finances, il n'y a quelque part remboursement du principal. Jamais. Jamais. Non, c'est un principe qui a été adopté d'ailleurs un peu bizarrement au début du 19e siècle et dans aucune loi de finances, il y a une somme inscrite pour rembourser le principal. Donc par exemple, les Allemands, parce que les Allemands ont récemment remboursé une partie du principal de leur dette, voilà, ils le font vraiment de manière, alors pour le coup, conjoncturelle. Alors ils dégagent des excédents. Ils dégagent des excédents qu'ils n'attendaient pas. Qu'ils n'attendaient pas. Et donc au moment où un emprunt arrive à échéance, alors que nous on le renouvelle immédiatement, mais ils ne renouvellent pas cet emprunt qui arrive à échéance. Je reviens sur cette banque centrale-là. Cette dette, elle est maintenant dans les coffres, cette dette Absolument. Dans les coffres de la Banque centrale. Et les intérêts, et la Banque centrale reverse l'ensemble de ce qu'elle gagne aux États qui constituent l'euro. Absolument. Donc tous les intérêts que l'État français va verser à la Banque centrale au titre de cette dette Covid vont être restitués par la Banque centrale à l'État français. Complètement. Et donc... c'est un jeu à somme nulle pour l'éternité, Jean-Marc. Pour l'État, oui. Sauf que nous, entre-temps, on a reçu les revenus qui ont été liés au déficit. C'est-à-dire que l'État, grosso modo, les 240 milliards d'euros, il nous les a donnés. Mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces 240 milliards d'euros? Ils sont devenus, pour de la monnaie. De l'épargne. Donc, ils sont sur nos comptes. Ouais. Ils attendent. On ne sait pas ce que nous allons en faire. Et ceux qui ont été dépensés, puisqu'il n'y avait pas de production en regard, ils sont devenus du déficit extérieur. Et je dis, le véritable enjeu des mécanismes d'endettement, c'est les twin déficits. C'est-à-dire, c'est le fait que ce mécanisme d'endettement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Déficit jumeau. Le déficit jumeau. Ce mécanisme d'endettement, c'est pas grave en ce sens qu'on peut faire en sorte que ça pèse pas trop lourd sur les finances publiques. On peut faire en sorte, en faisant rouler la dette, que jamais on ait à la rembourser. Mais on injecte un pouvoir d'achat en substitut de la dépense publique et de la dette au travail, avec comme conséquence qu'apparaît un déficit extérieur. Et ce déficit extérieur, eh bien, on le voit à la surface de la planète. Les États qui sont bien gérés commencent à accumuler des droits sur les États, les pays qui sont mal gérés. Oui, ça c'est la dette en général, et on va en parler. Tu sais, il y a un discours de Mirabeau. Oh là là, mais tu dois te le réciter tous les matins au petit déjeuner, non? Il est sur mon chevet. On va en parler de la dette en général, évidemment.
Mais là, quand tu dis la réflexion économique est aujourd'hui envahie par le retour en force de la pensée alchimiste, Oui. L'idée qu'on peut créer de l'argent, de l'or, Voilà. à partir de rien, je trouve que tu nous induis en erreur en ce qui concerne la dette Covid. Ce moment-là particulier, ces 240 milliards qui affolent beaucoup de monde, Jean-Marc, c'est pour ça que je veux en parler. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui restent inquiets aujourd'hui de ce qu'à un moment, on va venir leur demander de rembourser cette dette Covid. Non, il n'y a aucune raison qu'on vienne... Oui, les 100% de dette sur PIB qu'on avait avant, on va en parler, mais pas les 20% supplémentaires qui sont aujourd'hui dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. Ah oui, l'État peut très bien vivre sans avoir à venir chercher auprès de ses ressortissants sous forme d'impôts le remboursement de cette dette. Effectivement, la seule conséquence négative, encore une fois, c'est qu'on a donné du pouvoir d'achat à la population qui est infondée par rapport à la réalité productive du pays. Oui, mais on ne pouvait pas faire autrement. Voilà, J'entends bien. 1 an et demi, c'est comme ça. J'entends bien, sauf que ça a des conséquences maintenant négatives. Et ces conséquences, c'est que notre déficit extérieur n'arrête pas de se creuser. Et à partir du moment où notre déficit extérieur se creuse, progressivement, les gens à l'extérieur de nous rachètent. C'est-à-dire, nous ne sommes plus propriétaires de l'avenue Montaigne, nous ne sommes plus propriétaires d'un certain nombre de nos usines, nous ne sommes plus propriétaires des Silor, nous ne sommes plus propriétaires de tout un tas d'un élément de capital productif du pays. Si on n'est plus propriétaire des Silor, c'est parce qu'on est un État trop endetté ? C'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont des euros, qui ont acquis, effectivement, grâce aux importations, les gens... Grâce à notre déficit extérieur. Et ces gens-là... Et la conséquence, c'est que la génération d'après, on dit souvent que la génération d'après, elle est punie par la dette publique. Je dis, elle n'est pas punie par la dette publique, elle est définie par la dette extérieure. C'est-à-dire que nos enfants vont avoir à payer notre retraite, et puis la retraite des Californiens, la retraite des Norvégiens, la retraite des Japonais. Non, alors ça c'est très intéressant parce que, alors parlons de la dette en général, ces fameuses idées ne pèsent pas sur les générations futures. C'est vrai que j'avais déjà assez entendu ça. Arrêtez de dire que ça pèse sur les générations futures, ça ne pèse pas sur les générations futures. Non. La dette publique en tant que telle, non. Mais la dette extérieure, oui. Oui, mais la dette publique, dis-moi ça, Jean-Marc. Alors, la dette publique, et ça fait très longtemps qu'on le sait, je cite nommé Jean-François Melon, Absolument. Qui est... Bien nommé. Voilà, absolument. Je le cite d'autant plus volontiers qu'il a été très longtemps au Parlement de Bordeaux, donc moi, dès qu'on dit Bordeaux, paf, je suis au Tant que c'est pas celui de Cavaillon, tout va bien. Et voilà, c'est le Melon, mais de Bordeaux. En tout cas, c'est un personnage. Et donc, il explique bien que, en fait, par la dette publique, le pays se prête à lui-même. C'est-à-dire qu'il explique que, effectivement, dans la génération d'après, il y a ceux qui vont être obligés de payer les impôts pour payer les intérêts sur la dette, pas le remboursement, puisqu'on l'a dit, déjà au XVIIIe siècle, c'était le cas, mais ça a été formalisé au XIXe siècle, le remboursement n'est pas inscrit dans les écritures comptables de l'État. Donc, on verse ses intérêts. Sauf que les intérêts, on les verse à quelqu'un. Ils ne tombent pas comme ça, on ne les balance pas en l'air. Donc, ils tombent dans la poche de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est dans la même génération que celui qui a versé. Voilà. Et donc ce n'est pas la génération qui est punie. Et ça, c'est là où j'ai trouvé un argument incroyable contre les gauchistes. Et je t'en remercie, Jean-Marc. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, ce qui reste quand même l'essentiel de ce pourquoi tu écris. Exactement. Voilà, on ne va pas se le cacher. C'est qu'en fait, la dichotomie, c'est pas entre générations, c'est entre la rente et le travail. Exactement. Le travail paye les intérêts de la dette aux rentiers. Exactement. Et donc la gauche devrait être furieusement contre l'endettement. Et la gauche l'était autrefois. Donc je cite la Constitution de 1848 qui dit qu'il faut payer la dette. Et les grands discours, notamment il y a Victor Hugo qui fait un de ses tout premiers discours devant l'Assemblée en 1848, qui dit la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement de respecter la main qui travaille et non pas la main qui tend. Et la main qui tend, c'est le rentier, c'est l'assisté. C'est la main qui travaille est plus utile pour une société républicaine que la main qui tend, qui se tend. Mais depuis, c'était le titre d'un autre de tes bouquins, mais depuis, ils sont devenus keynésiens. Absolument. Voilà. Ils sont devenus keynésiens. Et surtout, Keynes avait une idée qui était assez ancrée dans son temps, qui était la période des années 30. Et depuis, on a généralisé une recette plus ou moins efficace des années 30 pour en faire une théorie générale. Mais, ce que tu dis, c'est en gros, Keynes, finalement... utilise donc la dépense publique massivement au cours des années 30 avec le même but que celui... enfin, c'est une forme de quoi qu'il en coûte, finalement. C'est une forme... Il n'en fait pas une espèce de doctrine permanente de subvention de l'économie par la dépense publique? Non, il considère effectivement que c'est une forme de quoi qu'il en coûte, c'est une capacité de répondre à un événement qui est l'effondrement de la demande et qui est lié
au mécanisme qu'on a décrit au début de notre entretien, où il y a beaucoup de gens qui remboursent leurs dettes. Comme il y a beaucoup de gens qui remboursent leurs dettes, la masse monétaire se contracte assez brutalement. Et donc, il dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui compense cette contraction de la masse monétaire. Donc, il faut que l'État emprunte à la place des gens qui sont en train de rembourser la dette. Mais il dit, c'est pas une stratégie qui est opposable à toutes les situations dans lesquelles peuvent se trouver des économies. Et donc, on en a fait l'idée que le déficit budgétaire, c'était systématiquement une source de croissance, alors que lui, il dit, c'est une réponse momentanée à un événement exceptionnel. Et pourquoi ne pas financer directement les États? Tu réponds, parce qu'on échappe en fait à la rationalité économique. Oui, il y a l'idée, pourquoi on n'a pas voulu que les banques centrales financent directement les États, c'est pour laisser aux banques, à ces banques commerciales, le moyen de vérifier d'une certaine façon ce que font les États. Le moyen de... Il faut qu'elles soient en risque quand même, ces banques commerciales. Voilà. Pour apprécier ce que font les États et que, quelque part, même si on leur dit, mais rassurez-vous, on vous la rachètera, la dette, mais enfin, regardez quand même, c'est à vous de faire votre métier de banquier. Et le métier de banquier, c'est d'évaluer la qualité et les perspectives des gens à qui l'on prête. C'est ça. Et d'évaluer le risque. Et d'évaluer le risque. Et d'évaluer le risque. Bon, mais alors, je dois te dire, Jean-Marc, que je suis dans un... Enfin, c'est très perturbant. Alors, comment dire? Si on a trouvé 240 milliards, oui. Tu vois bien ce que je vais te dire. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas? Oui. La question, c'est... Parce que... Alors, je vais te répondre. Les 240 milliards, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus 60 milliards de déficit extérieur. Tu l'as dit. Donc, on ne continue pas. Et ils sont devenus 140 milliards dont on ne sait pas encore ce qu'ils vont devenir. C'est-à-dire 140 milliards d'épargne. C'est de l'épargne. C'est de l'épargne. Sauf que cette épargne... Tu dis sans arrêt que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas assez d'épargne en France. Ah oui, parce que... Donc, tu dois être ravi. Ah oui, parce que ça évite le déficit extérieur. Et donc, mais si elle se lâche, cette épargne, ça va encore accroître le déficit extérieur. Mais si tu te dis, allez, je vais remettre 200 milliards sur la table pour moderniser totalement l'outil de production français et pour que justement cette épargne, quand elle se libère, elle achète de la production nationale ou que du moins la production nationale soit en capacité d'exporter à son tour et de rétablir nos comptes nationaux. Il y a de la légitimité à faire ça à partir du moment où ça ne coûte rien. Oui, sauf que je pense que les 200 milliards qui seront porteurs de richesse et de création de richesse future, ce seront des 200 milliards qui auront été conçus, pressentis, analysés par des entreprises privées. Ouais. C'est-à-dire oui, mais si je donne 200 milliards à l'État, je vais refaire le plan calcul, qui est une de mes obsessions. Je vais refaire... On nous fait avec l'hydrogène le coup qu'on nous a fait avec la machine-outil dans les années 80 et avec le plan calcul dans les années 60. Tu ne crois pas plus à l'hydrogène que... Je pense que si l'hydrogène apparaîtra, s'il y a des entreprises privées qui regardent ça, qui ont fait un calcul et qui se disent « mon Dieu, c'est rentable ». Parce que dans le plan calcul, la matière était rentable. L'informatique, le moins qu'on puisse dire, c'était l'avenir. La façon dont ça s'est terminé avec le plan calcul, ça a été un fiasco complet. Jean-Marc, je m'étais amusé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. J'avais vu ça quelque part d'un conseiller de Gerald Ford, on est en 75, qui débarque dans son bureau avec une ébauche de carte à puce, ébauche de Minitel et quelque chose qui doit ressembler au TGV ou je ne sais pas quoi, en lui disant « Regardez, on est en train de perdre la bataille de l'innovation ». Et c'est vrai que 1980, je voyais ça pendant que notre Premier ministre inaugurait le train de nuit Paris-Nice. Et je disais 1980, c'est quand même la carte à puce, là elle est là, le Minitel, il est là, il avance sur son temps, le TGV, programme nucléaire, marche à plein, etc. Tout ça, c'est des programmes publics ou parapublics, Jean-Marc? Oui, sauf que quand on regarde ça, le Minitel, comme on a dit, au bout d'un moment, tout le monde nous l'envie, mais personne ne nous l'achète. Le TGV, c'est un gouffre. Et donc, la question... Oui, mais parce que ça a été mal utilisé après. Mais au départ, tu te retrouves en 80 avec une France industrielle qui est à la pointe de l'innovation sur des programmes publics. Alors, moi, je fais une différence, comme la plupart des économistes, entre l'invention et l'innovation. Il y a une fascination dans ce pays pour les inventions, c'est-à-dire le progrès technique, les ingénieurs. Je ne vais pas remettre en cause les ingénieurs d'État, par définition, vu ma formation personnelle. Donc, je ne vais pas les remettre en cause. Voilà. Je ne vais pas remettre en cause tous ces gens-là, tous mes jeunes et ex-collègues. Mais quand on constate qu'ils ont fait une invention, ça ne veut pas dire pour autant que ça corresponde aux attentes du public. Une innovation, c'est à la fois du progrès technique, mais aussi une capacité à identifier ce que le public veut reconnaître comme tel. Et comment et quel type de produit on peut lui proposer. J'en reviens encore une fois au plan calcul et tout ça. On faisait des zéniths, mais ce que voulaient les gens, c'était des Macs. Et la réussite, pardon, hein, mais c'est presque plus une affaire de commerce qu'une affaire d'ingénieur alors ? Autant.
Autant, voilà, Autant, c'est ça. autant. Voilà, c'est ça. On va réconcilier tout le monde. Et Autant. d'ailleurs, Oui, tu as raison. dans les années 90, l'OCDE s'était penché sur l'innovation. C'était le début du retour de Schumpeter. On parlait de destruction créatrice. Et donc, il y a ce qu'on appelle le manuel d'Oslo dans les papiers de l'OCDE où ils identifient les éléments qui vont faire l'innovation. Et dedans, il y a l'innovation commerciale. Et quand on regarde ce que c'est que l'innovation commerciale, c'est du pur marketing. Ça consiste à changer le nom d'un objet pour pouvoir le vendre plus cher. C'est ça l'innovation commerciale. Bien sûr. Mais elle ne peut pas être appuyée sur rien. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait les inventions, mais l'invention ne suffit pas à faire l'innovation. Jean-Marc, on est donc sur une dette Covid qui peut rester pour l'éternité dans les livres de la Banque Centrale Européenne. Voilà. Un endettement qui nous coûte de moins en moins cher parce qu'on est sur des taux d'intérêt qui baissent aujourd'hui. Et toi-même, hein, tu disais c'est 20% du PIB en 1980, 100% en 2019, 120% maintenant. Mais je crois qu'elle nous coûte... Je ne voudrais pas dire de bêtises, j'aurais dû noter le chiffre, mais 2 ou 3 fois moins cher le service de la dette que au début des années 2000, quoi, quelque chose comme ça. Quoi. Oui, Voilà, le pays où c'est le plus spectaculaire, c'est l'Italie, que l'on montre du doigt en ce moment. En 1979, au moment du début du SME, la charge de la dette représentait 11% du PIB en Italie, et maintenant elle est à 2,5% du PIB. Donc qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent mais continuons, mon Dieu? Oui, continuons, sauf qu'encore une fois, ça a deux conséquences, à mon avis. Alors, une conséquence européenne, qui est qu'il y a une distorsion entre les pays endettés et les pays frugaux. Et je pense que ça pose un problème politique. On le voit d'ailleurs dans les sommets européens de plus en plus. Hein. Sur les 27 pays de l'Union européenne, il y en a quand même 13 dont l'endettement est en dessous de 60%. 13 en dessous de 60%. Et 7... Ils sont tous au nord? Oui, tous. Tous. Et 7 au-dessus de 100%. Et les 7, c'est facile. C'est Grèce, Chypre, Italie, France, Espagne, Portugal, Belgique. Le seul pays qui ne soit pas sur les bords de la Méditerranée, à part le Portugal, c'est la Belgique. Et donc, ils sont tous au-dessus. Donc, il y a un problème politique. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement, concrètement, on vend progressivement, en transformant cette dette publique en dette extérieure, on vend progressivement. On crée... On est en train de se ruiner sans s'en rendre compte. Absolument. C'est ça que tu nous dis. Absolument. Et on crée, de ce fait, au niveau mondial, des pays entiers et des pays qui possèdent la planète et d'autres pays qui sont des pays qui sont dépendants, effectivement, et qui vont être obligés de payer à ces pays-là une partie de leur richesse, de transférer vers ces pays-là une partie de leur richesse pour honorer les engagements pris au titre de la dette extérieure. Et c'est pour ça, par exemple, parce qu'on en voit très clairement les premières applications dans notre colère politique nationale récurrente contre les GAFA. Absolument. Et le sujet, c'est qu'effectivement, les Français ne sont pas actionnaires de ces GAFA. Des GAFA et ne peuvent pas profiter de leur croissance. Voilà, c'est ça. On n'a aucun des gains, en fait, attachés à la croissance de ces nouvelles entreprises incroyables. Exactement. Alors que tout le monde met en avant le cas du Japon. Alors qu'on travaille pour elles. Oui, absolument. Ouais. C'est toute cette notion d'attractivité qu'on met en avant, c'est on travaille, et puis une partie de ce travail repart vers les vrais propriétaires. C'est ça. Et on met en avant le cas du Japon en disant, vous voyez bien, ils sont très endettés. Mais 250%. Ça, oui. Mais leur enjeu, effectivement, c'est que cette dette, elle est placée, mais pas d'ailleurs auprès des Japonais. On dit aussi que c'est les Japonais qui la détiennent. En fait, c'est beaucoup des fonds. Ce que détiennent les Japonais, eux, c'est l'industrie américaine, l'industrie indonésienne, l'industrie chinoise. Et donc, le revenu des Japonais est garanti par leur placement à l'extérieur. Comment ça, l'industrie américaine, l'industrie indonésienne Parce que les Japonais sont propriétaires de tout un tas d'entreprises à l'extérieur. Il reste des empires industriels japonais, en fait. Et oui, et qui sont les détenteurs de beaucoup... Il y a une anecdote célèbre que je cite souvent, c'est quand Donald Trump est sur Park Avenue, il voit passer 2 voitures allemandes et il dit, écoutez, mais il y en a marre de tous ces gens qui se substituent à nos entreprises automobiles. Et le conseiller qui est à côté de lui dit, vous savez que l'immeuble dans lequel on est appartient aux Japonais. Et à ce point-là, Trump dit, bon, et s'ils n'ont pas compris en 1945, les uns comme les autres, on va repasser le couvert. Mais donc, la puissance maintenant de ces pays qui sont par ailleurs des pays vieillissants, c'est d'avoir acheté le reste du monde. Mais malgré un endettement considérable en ce qui concerne le Japon, c'est ça qui est très... Un endettement public considérable. Un endettement public considérable, beaucoup plus important que le nôtre. Oui, mais bien placé, celui-là. Non, c'est que par ailleurs, le secteur privé, lui, a continué à faire son boulot. À faire son boulot. Notre dette publique, je dis, ce ne serait pas grave si on avait par ailleurs une capacité d'investissement d'épargne qui nous permettrait effectivement de projeter de l'épargne à l'extérieur. Mais ce qui la rend... Alors, tu n'en parles pas d'ailleurs du tout dans le bouquin. Ce qui la rend encore plus illégitime, c'est qu'en fait, elle sert à financer des dépenses de fonctionnement
Absolument. Et Aucun investissement, aucune richesse nouvelle créée par... Non. Elle sert simplement à faire vivre un État-providence. C'est ça. Et j'ai rien contre les retraités, vu mon âge, mais enfin, on a quand même 14% du PIB qui est consacré à payer des retraites, alors qu'au Japon, par exemple, pour en revenir au Japon, où la population est beaucoup plus âgée, c'est 10% de la part du PIB qui est consacré à payer des retraites. Parce qu'il y a un système de fonds de pension. Parce qu'il y a un système de fonds de pension, parce qu'on prend sa retraite à 67, voire 70 ans, suivant les métiers, et parce que... il y a une solidarité familiale qui est beaucoup plus marquée qu'en France. Jean-Marc, le problème, c'est... et alors, donc, on pourra relire Mirabeau. Donc, c'est 26 septembre 1789. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il essaye de convaincre l'Assemblée. C'est quoi, d'ailleurs, à l'époque? C'est la Constituante? C'est l'Assemblée constituante, c'est les États généraux qui se sont transformés en Assemblée constituante. De ne pas faire défaut. Voilà, d'arrêter de faire défaut. Il n'y a rien de pire que de faire défaut. Et je cite encore une fois la Constitution de la Révolution de 1848 qui dit que être républicain, c'est aussi tenir sa parole. Et que tenir sa parole, c'est quand on a pris l'engagement de gérer la dette publique, c'est de ne pas l'annuler. Parce que tu ne vois pas comment on peut revenir en arrière, en fait. Tu vois? C'est-à-dire... Tu dis, toi, alors l'inflation, on va pas parler de l'inflation là, mais... Ah oui, toi, tu continues à penser, parce que je me souviens très bien, hein, quand on discutait ensemble, l'inflation a disparu. C'est fini. Tu continues à penser que l'inflation... Plus que jamais. Donc là, on est sur un épiphénomène lié aux pénuries et on n'en parle plus dans un an. Absolument. Exactement. Dans un an, l'affaire sera terminée. Et donc, il nous reste 1 minute 50 là. Comment on en sort de cette spirale d'endettement, Jean-Marc? Alors, je dis, il faut retrouver l'esprit du rapport de Pebro en 2005. Et donc, une règle simple, on bloque les dépenses publiques en euros courants jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'équilibre. Le problème, c'est que ça ne correspond pas au temps politique. C'est-à-dire qu'il faudrait sans doute 10-15 ans de ce blocage. Tu as fait les calculs? Non, mais ça dépend de la croissance qu'il y a. Ça dépend de la croissance qu'il y a par ailleurs. Ouais. Mais effectivement... Et si on part sur une croissance, allez, 1%, 1,5%... Ah oui, absolument. Et puis la deuxième mesure, c'est que je pense qu'il faut que l'État se repense et se réfléchisse en termes de périmètre. C'est-à-dire, plutôt que de dire on va faire des économies à gauche, à droite, se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses que l'État pourrait privatiser. Mais avoue que le moment est quand même très, très perturbant. J'ai été à tes côtés... pourfendeur de la dépense publique pendant des années. Et je dois t'avouer que là, je suis... je vais te chagriner pour terminer, mais je vacille, Jean-Marc. Oui, pas moi. Oui. Heureusement que tu es là. je vais me le rentrer dans le crâne. Heureusement que tu es là. Mais enfin, quand même. Là, avoue que la situation est complexe. Ah mais là, c'est un choc exogène, c'est un choc très particulier. Je pense qu'il fallait faire les PGE, qu'il fallait effectivement faire de la dette publique, mais il faut en sortir assez vite. La vaccination est là, c'est-à-dire si on se vaccine, donc on arrête de dépenser. On arrête de dépenser, non mais surtout on commence à penser à réduire, les dépenses publiques. Bon, allez-y, n'hésitez pas. Jean-Marc Daniel, donc Il était une fois, l'argent magique, contes et mécontes pour adultes. C'est aux éditions, j'arrive pas à lire, Cherche Midi. Le Cherche Midi, oui. C'est le Cherche Midi. Les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain.